dans l'aube blafarde du 16 octobre 1793, sur la place de la Révolution. Une femme se tenait, les mains liées derrière le dos, ses cheveux coupés courts sans pitié, le visage blême mais empreint d'une dignité farouche. Elle était l'ancienne reine de France, Marie-Antoinette, autrefois l'incarnation de la grâce, de la mode et de la puissance monarchique. Les foules massées, haineuses et avides de sang, s'étaient rassemblées pour assister à la chute finale de celle qu'ils avaient surnommée Madame Déficit. Le silence lourd et menaçant fut soudainement rompu, non par un cri de défi de la reine, ni par un dernier mot de rébellion, mais par un simple, presque imperceptible, mot d'excuse. En montant les quelques marches menant à l'échafaud, ses pieds nus et gelés heurtèrent involontairement ceux de son bourreau, Charles-Henri Sanson. Un frisson parcourut la foule tandis qu'elle prononçait, d'une voix qui, malgré les épreuves, conservait encore une certaine clarté, monsieur. Je vous demande pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'était pas l'image que les révolutionnaires attendaient de la Louve autrichienne, de la Messaline qu'ils avaient si méticuleusement construite. Cette dernière phrase, un murmure d'humanité au bord de l'abîme, détonne avec la brutalité systémique qui avait marqué son procès et sa déchéance. Elle résonne comme un écho glaçant de la violence psychologique et de l'annihilation méthodique d'une identité, bien plus terrifiante que le coup de couperet qui allait bientôt la libérer. Ce n'est pas seulement le récit d'une exécution royale, mais l'aboutissement d'une campagne de diffamation implacable. Une machine révolutionnaire qui broya non seulement son corps, mais aussi son âme et sa mémoire. Nous nous pencherons sur la manière dont cette femme, jadis adorée et copiée par toute l'Europe, fut transformée en un symbole de haine, dépouillée de tout ce qu'elle aimait, et soumise à une torture mentale que l'histoire, dans sa simplicité, ne révèle souvent qu'à moitié. Sa mort est un miroir sombre des extrêmes auxquels une société peut se livrer lorsqu'elle se laisse aveugler par la fureur et la propagande. Un testament glaçant de la fragilité de la réputation et du pouvoir face à la soif de vengeance. L'histoire officielle de Marie-Antoinette se résume souvent à sa frivolité, ses dépenses extravagantes et son mépris supposé pour le peuple, culminant dans sa chute spectaculaire sous la lame de la guillotine. Les manuels d'histoire, dans leur concision, omettent souvent les détails les plus atroces de sa déchéance, peignant une image simplifiée d'une reine insouciante qui a payé le prix de ses erreurs. Pourtant, la vérité est infiniment plus sombre et plus complexe, car son exécution n'a été que le point final d'une entreprise délibérée de destruction psychologique. Un processus de déshumanisation calculé qui visait à la dépouiller de toute dignité, de toute identité, avant même que son corps ne soit livré à la machine révolutionnaire. On nous raconte l'histoire d'une monarchie déchue et d'une reine qui en est devenue le bouc émissaire. Mais on passe sous silence l'ampleur du calvaire mental et émotionnel qu'elle a enduré. On ne souligne pas assez comment la Révolution, dans sa quête d'une nouvelle ère de liberté et d'égalité, a paradoxalement eu recours à des méthodes d'une cruauté inouïe, non seulement physique mais surtout psychologique, pour briser ses ennemis symboliques. L'horreur de sa fin ne réside pas uniquement dans le fait d'être guillotinée, mais dans la manière dont elle a été systématiquement dénigrée, salie, isolée et confrontée aux pires accusations imaginables. La reine autrichienne, la Louve, la veuve Capet. Ces appellations ne sont pas de simples sobriquets, mais les marques d'une campagne de propagande virulente, orchestrée pour la transformer aux yeux du peuple en une figure démoniaque, digne de la plus grande abjection. Elle fut contrainte de vivre une longue et insoutenable agonie psychologique, dépouillée de son statut royal, séparée de ses enfants, et soumise à des interrogatoires humiliants où sa moralité
sa maternité et même son humanité furent impitoyablement remises en question. Le mystère ne réside pas dans les raisons de sa condamnation. La Révolution avait besoin d'abattre ses symboles pour s'affirmer, mais dans la profondeur de la torture psychologique qu'elle a dû endurer. Un chemin de croix qui a précédé et surpassé l'horreur physique de la guillotine. C'est cette dimension cachée de son histoire que nous allons explorer, révélant comment la Révolution a perfectionné l'art de la destruction de l'individu avant même de l'éliminer physiquement. La mort de Marie-Antoinette. Souvent perçue comme un simple acte de justice révolutionnaire contre une reine impopulaire, fut en réalité un chef-d'œuvre de déshumanisation et de torture psychologique, bien plus terrifiant que la mort rapide promise par la guillotine. Sa fin ne fut pas une simple exécution, mais le point culminant d'une campagne délibérée et systématique de destruction de sa personne, de son identité et de sa dignité, orchestrée pour la transformer en le bouc émissaire parfait d'une nation en furie. L'objectif n'était pas seulement de lui ôter la vie, mais de la dépouiller de toute trace d'humanité, de la réduire à un monstre aux yeux du peuple, afin de légitimer l'acte final de la guillotine. L'horreur ne réside pas tant dans le coup fatal que dans le long chemin de croix qui y a mené. Un chemin pavé d'humiliations publiques, de mensonges éhontés, de séparations cruelles et d'une angoisse constante. Nous allons explorer comment cette femme, jadis reine de France et archétype du raffinement, fut transformée en veuve humiliée, privée de ses enfants et forcée d'affronter des accusations d'inceste grotesques et infondées devant un tribunal partial. Cette tragédie dépasse l'histoire d'une reine pour devenir une étude glaçante de la manière dont le pouvoir, exacerbé par la fureur révolutionnaire, peut manipuler la vérité, instrumentaliser la haine populaire et employer la violence psychologique comme une arme de destruction massive. Le sort de Marie-Antoinette est un rappel brutal que, dans les périodes de chaos et d'extrémisme, la cible n'est pas seulement le corps physique, mais aussi l'esprit et la dignité de l'individu. Ce récit n'est pas celui de l'héroïsme ou de la noblesse face à la mort, mais celui de la survie psychologique dans des conditions insoutenables et de l'annihilation progressive d'une personne par les forces déchaînées d'une révolution qui dévorait ses propres enfants et ses propres symboles. En retraçant son calvaire, nous mettrons en lumière la cruauté calculée qui sous-tendait la justice révolutionnaire et l'impact dévastateur de la machine de propagande qui l'a transformée d'une figure royale en un monstre abhorré, digne de la damnation la plus totale, avant de la livrer à la lame, pour saisir la profondeur abyssale de la tragédie de Marie-Antoinette. Il est impératif de plonger dans le maelstrom du XVIIIe siècle français. Une ère de contraste saisissant où la splendeur des Lumières coexistait avec les prémices d'une catastrophe sociale sans précédent. La France, à la veille de la Révolution, était un colosse aux pièces d'argile. Un pays engoncé dans une crise financière et sociale d'une gravité telle qu'elle menaçait de faire éclater l'édifice millénaire de la monarchie. Le règne de Louis XVI, bien qu'animé d'intentions réformatrices, était paralysé par une dette publique colossale, héritée des guerres passées et aggravée par le soutien coûteux à la Révolution américaine. Le trésor royal était à sec, tandis que le peuple, écrasé par les impôts, souffrait de la famine et d'une misère endémique. Les Lumières, avec leurs idéaux de liberté, d'égalité et de raison, avaient semé les graines du doute et de la contestation, minant les fondements de l'Ancien Régime et remettant en question la légitimité du pouvoir absolu et de droit divin. La cour de Versailles, malgré les tentatives d'austérité de Louis XVI, restait un symbole d'opulence et de privilège. Un monde à part où les fastes de la royauté semblaient indifférents aux souffrances du peuple. Les privilèges de la noblesse et du clergé, exemptés de la plupart des impôts, exacerbaient le ressentiment général.
créant une fracture béante entre une élite oisive et une masse laborieuse et affamée. Dans ce climat de tensions extrêmes, la rumeur et la calomnie prenaient une ampleur dévastatrice. Le moindre faux pas, la moindre extravagance, était amplifié par une presse souterraine. Pamphlets et libelles qui, tels des poisons, insinuaient la corruption et la dépravation au cœur même du pouvoir. C'est dans ce terreau fertile de mécontentement et de défiance que l'image de Marie-Antoinette allait être irrémédiablement noircie. La Révolution française, lorsqu'elle éclata en 1789 avec la prise de la Bastille, ne fut pas un événement isolé, mais l'explosion inévitable de décennies de frustrations accumulées, de criants déséquilibres sociaux et d'une idéologie nouvelle qui promettait la régénération de la nation. Ce fut le début d'une ère de bouleversements radicaux, où les symboles de l'ancien ordre seraient impitoyablement abattus, et où Marie-Antoinette, la reine étrangère et la Madame Déficit, allait se retrouver au centre de toutes les colères, la cible parfaite d'une révolution assoiffée de vengeance et de justice symbolique. Au cœur de cette tempête grondante se trouvait Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, née à Vienne en 1755, destinée par les alliances dynastiques à devenir reine de France. Son arrivée à Versailles en 1770 pour épouser le dauphin Louis-Auguste, futur Louis XVI, fut célébrée en grande pompe, symbolisant l'union des maisons de France et d'Autriche. À l'âge de 14 ans, elle débarque dans un monde dont elle ne comprend ni les subtilités, ni les rigidités protocolaires, ni les jeux de pouvoir impitoyables, élevés dans la relative liberté de la cour autrichienne. Marie-Antoinette se heurta au formalisme étouffant de Versailles. Un microcosme où chaque geste, chaque mot, chaque toilette était scrutée et interprétée. Sa beauté, son esprit vif et son désir de rompre avec l'ennui de la cour la poussèrent vers une vie de divertissement, de bal, de jeux et de mode extravagante. Elle devint rapidement une icône de la mode. Ses coiffures audacieuses et ses robes somptueuses étant copiées à travers l'Europe. Cependant, ce qui était perçu comme un signe de modernité et de raffinement par certains, devint aux yeux de beaucoup un symbole flagrant de la légèreté et du gaspillage de la cour. Le surnom infamant de Madame Déficit, né de ses dépenses personnelles réelles ou exagérées, commença à s'ancrer dans l'imaginaire populaire. Son échec initial à concevoir un héritier, combiné à la personnalité effacée et parfois maladroite de son mari, le dauphin la rendit vulnérable aux calomnies, des rumeurs insidieuses sur sa vie privée, ses prétendues infidélités et ses supposés penchants pour des relations controversées se répandirent comme une traînée de poudre, alimentée par une presse pamphlétaire qui ne reculait devant aucune bassesse pour la discréditer. Ces rumeurs, souvent orchestrées par des factions rivales ou des ennemis de l'Autriche, trouvèrent un écho particulièrement fort dans une société en quête de coupables pour ses malheurs. Ainsi, bien avant que la Révolution ne déchaîne sa fureur, Marie-Antoinette était déjà, à bien des égards, une figure isolée et incomprise au sein de sa propre cour et dans l'esprit du peuple. Son origine étrangère, son apparent mépris des traditions françaises et son goût pour un mode de vie perçu comme décadent en firent la cible idéale de toutes les frustrations et de toutes les haines. Elle devint, malgré elle, l'incarnation de tout ce qui était jugé corrompu et intolérable dans l'Ancien Régime. Une figure qui, par sa seule existence, semblait provoquer la colère du peuple et l'attirer inexorablement vers un destin des plus funestes. Le destin tragique de Marie-Antoinette ne fut pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'une série de problèmes enracinés, dont le plus insidieux fut la perception publique de sa personne, érodée année après année par des scandales et une propagande acharnée. Dès son arrivée en France, son statut de Autrichienne fut une épée de Damoclès.
L'alliance franco-autrichienne, scellée par son mariage, était impopulaire et entachée de méfiance. Car l'Autriche était une rivale historique de la France. Chaque faux pas de la jeune dauphine, puis reine, était interprété comme une preuve de sa loyauté à sa patrie d'origine plutôt qu'à sa patrie d'adoption. Son échec initial à concevoir un héritier pendant les 7 premières années de son mariage fut un désastre dynastique et personnel, ouvrant la voie à des rumeurs malveillantes sur sa stérilité et même sur la virilité du roi. Ce vide, au cœur de la fonction royale, alimenta les spéculations et les calomnies, affaiblissant son image de reine et de future mère de la nation. En parallèle, son amour pour le luxe, les jeux de hasard et les mondanités, bien que courant à la cour, fut amplifié et déformé par une presse souterraine impitoyable. Ses dépenses, réelles ou imaginaires, la firent passer pour une insouciante, insensible à la misère du peuple. Le fameux surnom de Madame Déficit s'ancra profondément dans l'esprit des Français. Les caricatures la dépeignaient comme une dépravée, une Messaline assoiffée de plaisir, dépensant sans compter les deniers du peuple. Ces attaques ne visaient pas seulement la femme, mais minaient la légitimité même de la monarchie, la présentant comme corrompue et déconnectée de la réalité du royaume. L'affaire du collier de la reine, bien qu'elle en sortît innocentée, fut une catastrophe sans précédent pour sa réputation, la confirmant aux yeux de beaucoup comme une reine frivole et obsédée par le luxe. Cette affaire, où elle fut publiquement associée à une vaste escroquerie, scella son image de coupable aux yeux du peuple, même si elle était en réalité victime d'une machination complexe. Ainsi, Marie-Antoinette ne partait pas de zéro. En 1789, son image avait déjà été méticuleusement démolie par des années de scandales, de rumeurs et de calomnies, transformant une jeune femme éprise de liberté en un symbole de l'oppression et de la dépravation monarchique. Cette longue préparation psychologique du terrain la rendit la cible parfaite lorsque la fureur révolutionnaire éclata, faisant d'elle le réceptacle de toutes les frustrations et de toutes les haines accumulées. Face à Marie-Antoinette, une multitude de forces implacables se liguèrent en face à face, transformant son destin en un inéluctable chemin vers l'échafaud. La première de ces contre-forces fut l'opinion publique elle-même, modelée par des années de pamphlets, de caricatures et de rumeurs virulentes. Avant même l'éclatement de la Révolution, une véritable usine à calomnie travaillait sans relâche à détruire l'image de la reine. Des libelles pornographiques la dépeignaient comme une nymphomane, impliquée dans des orgies incestueuses avec des membres de la cour, tandis que d'autres la présentaient comme une traîtresse à la solde de l'Autriche. Ces récits, aussi invraisemblables fussent-ils, trouvèrent un écho dans une population désespérée et en quête de coupables pour la misère qui s'abattait sur elle. Le peuple de Paris, autrefois fervent soutien de la monarchie, devint un acteur de plus en plus puissant et imprévisible. Ses manifestations, ses émeutes et sa fureur grandissante constituèrent une force irrésistible, exigeant des comptes à la famille royale et, en particulier, à la reine, perçue comme le symbole de l'opulence et de l'indifférence. La presse révolutionnaire, une fois la Révolution déclarée, devint un redoutable instrument de propagande. Des journaux comme l'Ami du peuple de Marat ou le Père Duchesne d'Hébert vomissaient chaque jour leur haine contre la reine, la diabolisant, la réduisant à un monstre sanguinaire et traître à la nation. Chaque accusation, aussi fantaisiste soit-elle, était répétée, amplifiée, et finissait par s'ancrer comme une vérité incontestable dans l'esprit des masses. Parallèlement, au sein même des cercles politiques et révolutionnaires, des factions radicales émergèrent,
incarnés par des figures comme Robespierre, Danton ou Hébert, qui virent en Marie-Antoinette non seulement un vestige de l'Ancien Régime à abattre, mais aussi un puissant levier politique. Sa condamnation et son exécution deviendraient le symbole de la rupture définitive avec le passé monarchique et la consécration de la République. Le Club des Jacobins, le Tribunal révolutionnaire et le Comité de salut public devinrent les instruments de cette force de destruction, transformant la reine en un bouc émissaire sacrificiel, dont la mort devait laver les péchés de l'Ancien Régime et purifier la nouvelle nation, l'Église catholique. Bien que souvent victime de la Révolution elle-même, fut également un instrument indirect de sa chute. Par le biais des prêtres réfractaires et des tensions religieuses qui divisèrent le Pimicis-Ortex. Niyabidi Didafa, Igotekenizizaki, Ikokedekafer Deko, Iwokenizantikajuten, ajoutant une dimension de fanatisme aux passions déchaînées. Toutes ces forces convergèrent, chacune tirant profit de la diabolisation de Marie-Antoinette, transformant son procès et son exécution en un spectacle politique indispensable à la consolidation de la Révolution. L'incident déclencheur qui précipita Marie-Antoinette dans l'abîme et la fit passer du statut de reine à celui de prisonnière et de cible à abattre fut la fuite à Varennes en juin 1791. Cette tentative désespérée et maladroite de la famille royale de quitter Paris pour rejoindre les troupes royalistes et organiser la contre-révolution marqua un point de non-retour irréversible dans la relation entre la monarchie et le peuple français. Jusqu'alors, malgré les tensions, une partie de la population, et même des révolutionnaires, modérés, entretenaient encore l'espoir d'une monarchie constitutionnelle. La fuite, perçue comme une trahison flagrante et un complot visant à restaurer l'absolutisme avec l'aide des puissances étrangères, brisa ce lien de confiance et détruisit toute légitimité résiduelle du roi et de la reine aux yeux de la nation. Lorsque la famille royale fut reconnue à Varennes et ramenée à Paris sous la contrainte, le silence glaçant des foules, la haine dans leurs regards, remplaça les vivats d'antan, ce retour forcé à la capitale, où ils furent accueillis comme des traîtres plutôt que des souverains. Fut une humiliation publique d'une violence psychologique inouïe. Le roi et la reine furent suspendus de leurs fonctions et placés sous surveillance étroite au palais des Tuileries, qui devint de facto une prison dorée. Cette fuite manquée mit également en lumière le rôle central et supposément maléfique de Marie-Antoinette. Les rumeurs d'une conjuration autrichienne, d'une reine traîtresse qui manœuvrait en coulisses avec sa famille à Vienne pour envahir la France, prirent une ampleur dévastatrice. Elle devint la figure emblématique de cette trahison, la louve autrichienne complotant contre la nation. L'image de Marie-Antoinette, déjà ternie par les scandales financiers et les calomnies sur sa vie privée, fut irrémédiablement associée à celle de l'ennemi intérieur, de la conspiratrice, de la traîtresse. Cet événement, plus que tout autre, radicalisa les factions révolutionnaires et scella le sort de la monarchie. La fuite à Varennes ne fut pas seulement un échec stratégique. Elle fut le catalyseur psychologique qui transforma Marie-Antoinette en l'incarnation de la contre-révolution. La cible désignée de la fureur populaire et l'objet d'une haine implacable qui ne cesserait de croître jusqu'au jour de son exécution. Après la débâcle de Varennes, le déclin de Marie-Antoinette et de la monarchie ne fut pas une chute abrupte, mais une descente lente et angoissante, ponctuée de tortures psychologiques insidieuses qui érodèrent sa dignité et sa volonté. Le premier signe de cette dégradation fut leur transfert forcé aux Tuileries, transformées en une prison sous étroite surveillance. La reine, habituée à la liberté de Versailles et à l'adoration de sa cour, se retrouva confinée. Ses moindres faits et gestes épiés par des gardes, issus du peuple, dont la familiarité et le mépris
était une constante humiliation. Ses serviteurs personnels furent remplacés par des révolutionnaires qui ne cachaient pas leur hostilité. Chaque repas, chaque lever, chaque coucher devenait un spectacle, une intrusion dans son intimité la plus profonde. L'ancienne étiquette royale, qui protégeait la majesté, fut brutalement bafouée. La reine n'était plus traitée avec le respect dû à son rang, mais comme une criminelle en sursis. Cette perte d'intimité et de respect fut une première forme de torture psychologique, la privant de tout répit et la forçant à vivre sous un microscope hostile. Les rumeurs et les calomnies, loin de s'apaiser, redoublèrent de violence après Varennes. Les journaux révolutionnaires la dépeignaient sans relâche comme l'instigatrice de tous les complots. La reine traîtresse qui cherchait à vendre la France aux puissances étrangères. Des pamphlets ignobles, illustrés de gravures obscènes, circulèrent dans tout Paris, salissant sa réputation de femme et de mère, la décrivant comme une dépravée, dénuée de moralité. Ces attaques incessantes, loin d'être anecdotiques, minèrent sa force morale. La sachant haïe et incomprise par le peuple qu'elle était censée incarner. L'insurrection du 10 août 1792, où le palais des Tuileries fut pris d'assaut, marqua une nouvelle étape dans cette descente aux enfers. Marie-Antoinette et sa famille furent contraintes de chercher refuge à l'Assemblée législative, assistant, impuissante, à la chute sanglante de la monarchie, l'horreur des événements, les massacres des gardes suisses qu'elle avait côtoyés, grava en elle une terreur indicible. Le palais, leur dernière forteresse, était tombé, signifiant la fin de toute illusion de protection et la confirmation de leur statut de prisonniers à la merci d'une foule déchaînée. Ce fut le début de son chemin de croix publique, où chaque étape, de la dignité volée à la réputation souillée, la préparait insidieusement à l'ultime sacrifice. Le 10 août 1792 marqua une escalade brutale et irréversible dans le calvaire de Marie-Antoinette. La plongeant dans un abîme de dégradation physique et psychologique sans précédent, après la chute des Tuileries, la famille royale fut transférée à la prison du Temple, une forteresse médiévale transformée en geôle pour les derniers monarques de France. Ce nouveau lieu de détention fut conçu pour briser toute velléité de grandeur royale. Fini les pièces somptueuses, les services dévoués. La reine et sa famille furent entassés dans des pièces rudimentaires, sous la surveillance constante de gardes qui rivalisaient de vulgarité et de cruauté. Les révolutionnaires, obsédés par l'idée que la royauté était une imposture et que ses symboles devaient être détruits, mirent en place un protocole d'humiliation systématique. Les gardes fumaient dans leurs visages, se livraient à des plaisanteries obscènes et réprimandèrent la reine avec insolence. Marie-Antoinette, jadis intouchable, fut contrainte d'endurer ces affronts quotidiens, impuissante face à la dégradation de son rang. Chaque jour apportait son lot d'insultes et de déshonneurs, la forçant à se confronter à la brutalité de sa nouvelle réalité. L'isolement, pourtant relatif, fut une autre forme de torture. Bien qu'entourée de sa famille, elle fut coupée de tout contact avec le monde extérieur, sans information fiable sur le cours de la Révolution ni sur le sort de ses fidèles. Ce manque de nouvelles, cette incertitude permanente, ajoutée au fardeau psychologique, la laissant imaginer le pire. La pression mentale fut exacerbée par la déchéance de Louis XVI, le 21 janvier 1793, de l'intérieur du Temple. Marie-Antoinette entendit le bruit assourdissant des tambours, puis la clameur de la foule. Elle sut alors que son mari, le roi de France, avait été exécuté. Cette nouvelle, d'une brutalité inouïe, la laissa anéantie. Elle n'était plus reine, mais la veuve Capet,
Un titre qui la réduisait à une citoyenne ordinaire et la dépouillait de toute sa grandeur passée. La perte de son mari, associée à la certitude de son propre destin, plongea Marie-Antoinette dans une profonde mélancolie. Elle commença à s'effacer. Ses cheveux blanchirent rapidement, et son corps, miné par le chagrin et les conditions de détention, s'affaiblit. Mais l'escalade la plus cruelle restait à venir. Une épreuve qui allait la frapper au plus profond de son être de mère. Une tentative de la briser psychologiquement avant de la livrer à la lame. L'isolement de Marie-Antoinette au temple ne cessa de s'intensifier. Et la trahison la plus cruelle, celle qui la dévasta au plus profond de son être, vint de là où elle l'attendait le moins de l'intérieur de sa propre famille, sous la pression inique de ses geôliers. En juillet 1793, le comité de salut public, cherchant à briser définitivement l'esprit de la veuve Capet, ordonna la séparation de son fils, le jeune Louis-Charles, de sa mère et de sa tante. Ce fut un coup d'une brutalité inimaginable. La reine, qui avait déjà vu son mari emmené vers l'échafaud, s'accrocha désespérément à son fils. Le seul reste de sa famille royale et la seule source de réconfort dans son abjection. Les gardes arrachèrent l'enfant de ses bras, ignorant ses supplications et ses cris déchirants. Le petit dauphin, âgé de 8 ans, fut confié au citoyen Simon, un cordonnier sans éducation et d'une cruauté notoire, dont la mission était de démonarchiser l'enfant, de l'éduquer selon les principes de la Révolution, de la Révolution et de le dégoûter de son sang royal. Cette séparation fut une torture psychologique insoutenable pour Marie-Antoinette. Chaque jour qui passait sans son fils était un supplice. Elle l'entendait parfois chanter des chansons révolutionnaires ou proférer des insultes contre elle, ce qui la rongeait de l'intérieur, sachant que son enfant était en train d'être manipulé et perverti. Le summum de cette trahison et de cette manipulation fut atteint lors de son procès. Le jeune Louis-Charles, après avoir été soumis à un lavage de cerveau intense, à des pressions psychologiques et à des menaces, fut contraint de témoigner contre sa propre mère. On lui fit signer une déposition accusant Marie-Antoinette, ainsi que sa tante, Madame Élisabeth, d'inceste et de débauche. Les détails des accusations étaient si grotesques et si infamants qu'ils choquèrent même certains révolutionnaires. Devant le tribunal révolutionnaire, la reine fut confrontée à la déposition de son fils, l'accusant des crimes les plus vils. L'horreur qu'elle ressentit fut palpable. La mère, accusée d'avoir perverti son propre enfant, et l'enfant, forcé de trahir sa mère, constituait une image d'une cruauté indicible, les larmes aux yeux. Marie-Antoinette lança un appel désespéré à la conscience de toutes les mères présentes. Un acte de dignité qui, pour un instant, sembla faire vaciller même le fanatisme du tribunal. Cet acte de manipulation, cette trahison forcée d'un enfant contre sa mère, fut le point culminant de la déshumanisation de Marie-Antoinette. La réduisant à une figure solitaire et brisée, privée de tout lien affectif, et livrée à ses bourreaux avec son âme déjà à vif. Face à l'étau qui se resserrait implacablement, Marie-Antoinette, bien que moralement et physiquement épuisée, ne se résigna pas entièrement à son sort, tentant quelques mesures désespérées pour sauver ce qui pouvait l'être, ou du moins pour maintenir un semblant de dignité. La première de ces tentatives fut sa résistance passive et son silence. Pendant ses premiers mois de captivité aux Tuileries, et même au début de son incarcération au Temple, elle s'efforça de ne pas donner prise aux accusations, de ne pas se justifier pour ne pas donner de légitimité à ceux qui la jugeaient. Son calme apparent et son attitude résignée étaient une forme de défi, un refus de se plier entièrement à l'humiliation que ses geôliers cherchaient à lui infliger. Elle essayait de se montrer digne de son rang,
même dans l'adversité la plus sombre, espérant que cette contenance pourrait, d'une manière ou d'une autre, influencer ceux qui l'observaient. Une autre mesure désespérée fut sa correspondance clandestine. Malgré la surveillance constante, Marie-Antoinette réussit parfois à faire passer des messages à l'extérieur de la prison, cherchant à obtenir de l'aide auprès de ses rares soutiens en France ou auprès des puissances étrangères. Ces messages, souvent rédigés sur des minuscules morceaux de papier et cachés avec astuce, étaient des appels à l'aide, des tentatives désespérées de se souvenir de son identité royale et de réaffirmer son statut de reine. Ces tentatives, bien que rarement fructueuses, étaient des actes de résistance symbolique, des éclairs d'espoir dans l'obscurité grandissante de sa prison. Cependant, la mesure la plus poignante et la plus déchirante fut sa tentative de préserver l'innocence et la dignité de ses enfants, même lorsqu'ils lui étaient arrachés. Elle tenta de les protéger de la propagande révolutionnaire, de leur inculquer les valeurs de leur éducation et de leur rang, et de les réconforter malgré l'adversité. Ses dernières interactions avec Louis-Charles et Madame Royale, malgré les conditions abjectes, furent des tentatives désespérées de leur offrir un semblant de normalité et d'amour maternel face à la haine environnante. Sa résistance au tribunal révolutionnaire, lorsqu'elle fut confrontée aux accusations d'inceste portées par son fils, fut également un acte désespéré de légitime défense. Plutôt que de nier simplement les accusations, elle en appela à la conscience de toutes les mères présentes dans la salle, espérant que l'humanité l'emporterait sur la fureur politique. Ce fut un moment d'une puissance émotionnelle rare, où sa dignité retrouvée fit un court instant taire la haine. Mais ces tentatives, aussi courageuses soient-elles, furent vaines face à la machine implacable de la Révolution, déjà déterminée à l'anéantir. Le point de non-retour, le moment où tout espoir s'évanouit pour Marie-Antoinette, fut sans conteste son transfert de la prison du Temple à la Conciergerie, la antichambre de la mort, le 2 août 1793. Ce n'était pas un simple changement de lieu de détention, c'était un signal clair, sinistre, que son procès et son exécution étaient imminents et que son destin était scellé. La Conciergerie était la dernière étape avant l'échafaud. Une prison insalubre et surpeuplée, où les détenus attendirent leur jugement devant le tribunal révolutionnaire, qui, à cette époque, était devenu une simple formalité avant la condamnation à mort. Je vão inte säga. Condamné. Viergerie. Marie-Antoinette fut dépouillée de tout ce qui lui restait de dignité. Elle fut logée dans une cellule minuscule et humide, dépourvue de tout confort, sous la surveillance constante de 2 gendarmes qui ne la quittaient jamais des yeux, même lorsqu'elle se soulageait. Cette promiscuité forcée, cette intrusion permanente dans son intimité, était une torture supplémentaire. Un moyen délibéré de la déshumaniser et de lui rappeler sa condition de simple prisonnière, attendant sa fin. Le contraste avec sa vie passée était saisissant, et la brutalité de sa nouvelle réalité était insoutenable. Les bruits de la prison, les cris des autres détenus, le cliquetis des chaînes, l'odeur nauséabonde et la saleté omniprésente achevèrent de la faire sombrer dans le désespoir. Elle n'avait plus accès à sa famille, même si sa belle-sœur et sa fille étaient encore au temple. Cet isolement total, cette coupure radicale avec le monde extérieur, renforça le sentiment d'abandon et de solitude. Le point de non-retour fut également marqué par la rapidité avec laquelle son procès fut organisé. Dès son arrivée à la Conciergerie, il était évident que le tribunal révolutionnaire s'empresserait de la juger. La machinerie judiciaire était déjà en marche, et la sentence était écrite d'avance. Il n'y aurait ni justice équitable, ni défense impartiale.
Elle était déjà condamnée, non par les faits, mais par la volonté politique de la Révolution, qui avait besoin de sa mort pour consolider son pouvoir et terrifier ses ennemis. Le transfert à la conciergerie fut donc le dernier acte de sa vie de reine. Le prélude à sa mort publique. Et la fin de tout espoir de survie ou de clémence. Les jours qui suivirent son transfert à la conciergerie furent une préparation macabre pour la fin inéluctable. Une attente prolongée, sous le poids écrasant de la certitude de la mort. Marie-Antoinette, la veuve Capet, fut soumise à des interrogatoires préliminaires, menés par des membres du tribunal révolutionnaire, qui ne cherchaient pas la vérité, mais des justifications pour sa condamnation. Ces interrogatoires étaient des rituels humiliants, où chaque question était une accusation masquée, chaque réponse une preuve de sa culpabilité préétablie. Elle fut accusée de trahison, de conspiration avec les puissances étrangères, d'avoir dilapidé les fonds de l'État. Et l'accusation la plus vile et la plus dévastatrice, d'inceste avec son propre fils. Les révolutionnaires savaient que cette dernière accusation, bien que grotesque, frapperait au cœur les mères de France et la réduirait à une figure de dépravation absolue. La reine, épuisée par la détention, la maladie et le chagrin, fit preuve d'une dignité inattendue face à ces monstruosités. Ses réponses furent mesurées, son attitude calme, refusant de céder à la provocation ou de s'effondrer. Elle savait que chaque faiblesse serait exploitée contre elle. Psychologiquement, elle se préparait à affronter son destin, trouvant une force intérieure dans l'acceptation de sa mort comme un martyr. Les nuits à la conciergerie étaient un mélange d'insomnie et de cauchemar. Les bruits de la prison, les chants des révolutionnaires à l'extérieur, le cliquetis des serrures, les lamentations des autres détenus condamnés, l'empêchaient de trouver le repos. Les gardes, dans sa cellule, observaient chaque mouvement, rendant impossible tout moment d'intimité ou de recueillement. Elle dormait à peine. Et son corps, déjà affaibli par le manque de nourriture et les mauvaises conditions d'hygiène, continuait de dépérir. Sa santé se détériora rapidement. Elle souffrait de fortes hémorragies et d'une toux persistante. Signe d'une maladie avancée. Ses cheveux, déjà blanchis par les épreuves, se firent plus rares. Son visage, jadis éclatant de beauté, était désormais marqué par la souffrance et la vieillesse prématurée. Elle refusa cependant toute aide médicale de ses geôliers, les sachant plus préoccupés par sa condamnation que par son bien-être. C'était une préparation méticuleuse pour sa fin, la réduction de son corps à une carcasse, de son esprit à un désespoir latent, et de son identité à un simple numéro en attente du coup près. Le 16 octobre 1793, l'aube se leva sur Paris, annonçant le dernier acte du drame de Marie-Antoinette. À l'intérieur de sa cellule, elle se prépara avec une dignité retrouvée, presque sereine, pour son rendez-vous avec la guillotine. Ses cheveux furent coupés courts par le bourreau. Un geste symbolique qui la dépouillait de sa dernière parure royale et la réduisait à l'état de simple condamnée. Elle revêtit une simple chemise blanche, le vêtement des criminels, qui contrastait violemment avec les robes somptueuses qu'elle portait jadis. À 11 heures du matin, elle fut tirée de sa cellule. Le spectacle de son transfert vers la place de la Révolution fut une dernière humiliation publique, orchestrée pour maximiser la fureur de la foule. Contrairement à son mari, qui avait eu droit à une voiture fermée, Marie-Antoinette fut placée dans une charrette à bras ouvertes, réservée aux criminels ordinaires. Le trajet dura près d'1 heure, traversant les rues d'Apri. Pof, Ia,
où une foule immense et haineuse s'était massée pour la huer et l'insulter. Des cris de « à mort l'Autrichienne », des jurons, des crachats et des gestes obscènes furent lancés à son encontre. Elle vit les visages de ceux qui l'avaient jadis admirée. Transformée par la haine et le fanatisme, elle aperçut la fenêtre de la prison du Temple, où sa fille et sa belle-sœur étaient encore enfermées. Un dernier lien, déchirant, avec ce qu'il lui restait de famille. Malgré la violence de la foule, Marie-Antoinette maintint une contenance stoïque. Son visage, bien que blême et marqué par les épreuves, ne laissa transparaître ni la peur ni le désespoir. Elle regardait droit devant elle, défiant du regard la haine collective, refusant de leur donner la satisfaction de la voir s'effondrer. Elle traversa la place de la Révolution, ses yeux se posant un instant sur le jardin des Tuileries, où elle avait autrefois régné. En arrivant à l'échafaud, elle monta les marches avec une détermination silencieuse. Son dernier mot, un simple pardon au bourreau pour lui avoir marché sur le pied, fut un murmure d'humanité au milieu du tumulte, sans un cri, sans une plainte. Elle fut attachée à la planche. La lame tomba avec un sifflement sinistre, tranchant d'un coup net la tête de celle qui fut un jour la reine de France. Le cri du peuple, un rugissement de triomphe et de fureur, retentit dans tout Paris, célébrant la fin de la Madame Déficit et la consécration du règne de la guillotine. Son sang, comme celui de son mari avant elle, fut la preuve ultime de la Révolution dévorant ses propres symboles. Le coup de couperet, rapide et chirurgical, marqua la fin de Marie-Antoinette. Mais le spectacle macabre ne s'arrêta pas là. À peine la tête fut-elle séparée du corps que le bourreau, Charles-Henri Sanson, la saisit par les cheveux et la brandit bien haut, devant la foule hurlante. Ce geste, rituel et terrifiant, visait à confirmer la mort du condamné et à satisfaire la soif de vengeance de la foule. Des milliers de regards se fixèrent sur ce trophée sanglant, jadis orné de perles et de diamants, et maintenant réduit à une relique grotesque de la fureur révolutionnaire. Les témoins oculaires décrivirent une scène d'une brutalité primitive. On raconta que la tête de la reine, même séparée du tronc, conserva une expression de colère ou de défi pendant quelques instants. Un phénomène physiologique bien connu dans les cas de décapitation, où les muscles et les nerfs conservent une activité post-mortem. Pour la foule, c'était la preuve de l'inhumanité de la louve autrichienne, qui continuait à défier même dans la mort des individus avides de souvenirs morbides, se précipitèrent pour tremper leurs mouchoirs dans le sang de la reine, emportant avec eux une parcelle maculée de ce qui était considéré comme la quintessence de la tyrannie. Ces reliques sanglantes, aussi répugnantes soient-elles, devinrent des témoignages tangibles de la victoire du peuple sur la monarchie, des symboles tangibles de la purification de la nation. Pendant ce temps, le corps sans tête de Marie-Antoinette fut rapidement poussé de l'échafaud et jeté sans cérémonie dans une charrette, où il rejoignit d'autres cadavres de guillotinés. Il n'y eut ni linceul, ni respect, ni prière. L'ancienne reine de France, dont les funérailles avec Fadis étaient célébrées avec faste, fut traitée comme le plus vil des criminels, son corps destiné à l'oubli et à l'indignité. La charrette se dirigea vers le cimetière de la Madeleine, un lieu de sépulture commun pour les victimes de la guillotine. Là, dans une fosse anonyme, son corps fut recouvert de chaux vives, une tentative délibérée d'effacer toute trace, d'accélérer la décomposition et de la réduire à néant, empêchant toute tentative future de glorification ou de pèlerinage royaliste. La Révolution ne voulait pas seulement sa mort, elle voulait son effacement total de l'histoire, la destruction de son corps, de sa mémoire et de son symbole. Ce déni de sépulture digne,
Cette profanation intentionnelle du corps royal était un dernier acte de vengeance. Un message clair que l'Ancien Régime et tout ce qu'il représentait devait disparaître sans laisser de traces. L'exécution de Marie-Antoinette, loin de clore le chapitre sanglant de la Révolution, fut un catalyseur qui intensifia la terreur et consolida le pouvoir des factions les plus extrémistes. Immédiatement après sa mort, le comité de salut public, dominé par Robespierre et les Jacobins, exploita l'événement pour justifier une répression accrue de tous les éléments jugés contre-révolutionnaires. La mort de la reine fut présentée comme la preuve ultime de la victoire de la République sur la tyrannie. Un avertissement clair à tous les ennemis intérieurs et extérieurs de la Révolution. Cette exécution renforça la légitimité du tribunal révolutionnaire et de ses méthodes expéditives, puisque même la reine, figure sacrée de l'Ancien Régime, avait été jugée et exécutée. Cela signifiait que personne n'était au-dessus des lois de la République, et que la guillotine était l'instrument infaillible de la justice populaire. La veuve Capet était morte, et avec elle, l'idée même de la monarchie semblait définitivement enterrée. La presse révolutionnaire, en particulier les journaux les plus virulents comme Le Père Duchesne, redoubla d'ardeur dans sa dénonciation des traîtres et des conspirateurs, exhortant le peuple à la vigilance et à la radicalisation. Les caricatures et les pamphlets anti-royalistes inondèrent Paris, célébrant la chute de la reine et glorifiant la Révolution. La rhétorique se fit plus violente, les appels à la purge plus fréquents, et la peur s'installa dans les esprits de ceux qui, même modérément, s'opposaient à la ligne dure des Jacobins. Sur la scène internationale, la mort de Marie-Antoinette eut un impact dévastateur. Les cours européennes, déjà choquées par l'exécution de Louis XVI, furent horrifiées par ce nouvel acte de régicide. La guillotine de la reine fut perçue comme un acte de barbarie sans précédent, justifiant aux yeux des monarchies voisines l'intervention militaire contre la France révolutionnaire. La première coalition, déjà formée, se renforça, les puissances monarchiques se liguant contre la République française, considérée comme une menace existentielle à l'ordre établi en Europe. L'Autriche, patrie d'origine de Marie-Antoinette, en particulier, ressentit cette exécution comme une insulte personnelle et un affront sanglant, renforçant sa détermination à écraser la Révolution. Paradoxalement, l'exécution de la reine, censée pacifier le pays en éliminant un symbole de division, ne fit qu'exacerber les tensions internes et externes, précipitant la France dans une phase de violence encore plus intense et de guerre généralisée. L'impact de la mort de Marie-Antoinette résonna bien au-delà de l'immédiat après-coup politique, laissant des cicatrices profondes et durables sur la société française et l'imaginaire européen pour les siècles à venir, à long terme. L'exécution de la reine Cimenta, son statut de martyr pour les monarchistes et les contre-révolutionnaires. Pour eux, elle devint la victime innocente de la barbarie révolutionnaire. Une figure sainte immolée sur l'autel de la folie populaire. Ces images furent clandestinement reproduites, son souvenir vénéré, et elle devint un puissant symbole de la cause royaliste, ravivant la flamme de la légitimité monarchique face à l'usurpation républicaine. Les récits de sa dignité face à la mort, de sa piété et de son courage, contrastant avec les accusations infâmes de son procès, contribuèrent à transformer la Madame Déficit en une figure tragique et admirable pour ses partisans. Pour les républicains, en revanche, Marie-Antoinette demeura longtemps le symbole du despotisme et de l'arrogance de l'Ancien Régime. Un exemple à ne jamais oublier des dangers de l'absolutisme. Son nom fut associé aux pires excès de la monarchie. Son image déformée pour servir de repoussoir aux valeurs républicaines.
la propagande républicaine continua de la présenter comme une traîtresse frivole et dépensière, même bien après sa mort, perpétuant le mythe de sa culpabilité et justifiant la nécessité de son sacrifice pour la naissance de la nation. Sur le plan culturel, la figure de Marie-Antoinette fut capturée dans une dialectique constante entre admiration et détestation. Elle devint un personnage de théâtre, de roman, de poème, tantôt dépeinte comme une martyre innocente, tantôt comme une débauchée immorale. Sa vie et sa mort devinrent un terrain de jeu pour les artistes et les écrivains, reflétant les tensions politiques et idéologiques qui continuèrent de déchirer la France. Pour les femmes, son sort devint un exemple glaçant des dangers de la position publique, de la misogynie rampante et de la violence de la foule. Que l'on soit du côté royaliste ou républicain. Le sort de Marie-Antoinette illustrait la précarité de la vie politique et la fureur avec laquelle une société peut se retourner contre ses symboles. Les accusations d'inceste, en particulier, laissèrent une tache indélébile sur sa mémoire. Des rumeurs si puissantes qu'elles traversèrent les générations, témoignant de la capacité dévastatrice de la calomnie étatisée. Son destin devint un avertissement intemporel sur le pouvoir de la propagande et la facilité avec laquelle une image peut être construite puis détruite pour servir des objectifs politiques. Laissant derrière elle une figure historique dont la complexité et la tragédie continuent de fasciner et de diviser. L'héritage de Marie-Antoinette est un champ de bataille pour les historiens, où les récits partisans du passé se heurtent aux analyses plus nuancées du présent. Pendant longtemps, l'historiographie a été divisée entre ceux qui la dépeignaient comme une sainte martyre, victime innocente de la barbarie révolutionnaire, et ceux qui la présentaient comme la coupable désignée de la faillite de la monarchie. L'incarnation de la légèreté et de la trahison. Les sources contemporaines sont souvent contradictoires, polluées par la propagande révolutionnaire ou par l'hagiographie royaliste, rendant difficile la distinction entre le fait et la fiction. Les accusations portées contre elle lors de son procès, en particulier celles d'inceste et de débauche, sont aujourd'hui universellement considérées par les historiens comme des fabrications grossières destinées à la déshumaniser et à choquer l'opinion publique pour mieux légitimer sa condamnation. Elles témoignent de la cruauté et du cynisme du tribunal révolutionnaire, prêt à toutes les bassesses pour atteindre ses fins politiques. Le legs de Marie-Antoinette est complexe et multidimensionnel. Elle demeure un symbole du basculement d'un monde ancien vers un nouveau. Une figure qui incarne la fin d'une ère de droit divin et le début de l'ère des masses et des révolutions. Son procès et son exécution sont une étude de cas majeure dans l'histoire de la propagande politique et de la construction d'un bouc émissaire. Ils illustrent comment, dans les moments de crise profonde, la vérité peut être sacrifiée sur l'autel de l'idéologie, et comment la haine populaire peut être attisée et dirigée par des élites avides de pouvoir. L'analyse de sa vie et de sa mort est également cruciale pour comprendre le rôle des femmes dans la politique de l'Ancien Régime et de la Révolution. Marie-Antoinette, en tant que reine étrangère et femme influente, fut la cible d'une misogynie virulente. Les attaques contre sa personne étaient souvent sexistes, la réduisant à ses prétendues mœurs légères plutôt qu'à son rôle politique. Sa féminité fut utilisée contre elle pour la décrédibiliser et la rendre haïssable. Enfin, son destin tragique a façonné la mémoire collective française et européenne. Elle est devenue une icône culturelle, inspirant des œuvres d'art, des films, des livres et des opéras. Chacun cherchant à interpréter et à réinterpréter sa vie et sa mort à travers le prisme de son époque. Son image, tour à tour glamour, frivole, tragique ou martyr, continue de fasciner, prouvant que, même effacé par la chaux vive, son symbole reste d'une puissance indéniable.
Un rappel éternel de la fragilité de la gloire et de la violence des révolutions. Le destin de Marie-Antoinette. De l'archiduchesse autrichienne à la veuve Capet exécutée, offre une leçon intemporelle et glaçante sur la nature du pouvoir. La fragilité de la réputation et la violence inhérente aux bouleversements sociaux, sa vie et sa mort sont un miroir sombre des extrêmes auxquels une société peut se livrer lorsqu'elle est déchirée par la famine. L'injustice et la fureur idéologique. La première leçon est celle du pouvoir destructeur, de la perception publique et de la propagande. Marie-Antoinette fut la victime d'une machine à broyer les réputations qui la transforma en un symbole haï de l'Ancien Régime. Bien au-delà de ses propres actions ou intentions. Son image, savamment construite par ses ennemis, devint plus puissante que la réalité de sa personne, prouvant que, dans la guerre des idées, la vérité est souvent la première victime. La seconde leçon est la brutalité de la déshumanisation. Le processus de sa destruction, depuis les calomnies obscènes jusqu'aux accusations d'inceste, visait à la dépouiller de toute humanité, à la réduire à un monstre pour légitimer son élimination. Cela nous rappelle la capacité terrifiante de l'homme à justifier la cruauté la plus abjecte en diabolisant l'autre. Une tactique malheureusement récurrente dans l'histoire des conflits. La troisième leçon réside dans l'ironie et la cruauté de la révolution elle-même. Née des idéaux de liberté et de justice, elle dériva vers une terreur où la suspicion et la violence devinrent les instruments du pouvoir. Marie-Antoinette, en tant que symbole, fut dévorée par la révolution qu'elle tentait de fuir. Un destin partagé par de nombreux révolutionnaires eux-mêmes. Cela souligne le danger des idéologies qui, dans leur quête de pureté absolue, finissent par dévorer leurs propres enfants. Enfin, la dignité de Marie-Antoinette face à son supplice. Malgré toutes les humiliations et les souffrances, demeure une interrogation poignante sur la résilience de l'esprit humain. Sa dernière phrase, un simple mot d'excuse pour avoir marché sur le pied de son bourreau, fut un ultime acte d'humanité, une lumière vacillante dans l'obscurité de la haine. Son sacrifice, qu'il soit perçu comme un martyr ou une juste rétribution, a marqué la fin d'une ère et le début d'une autre, laissant une empreinte indélébile sur l'âme de la France. La reine de France, transformée en veuve Capet, puis en simple corps sans nom jeté à la chaux vive. Et le rappel brutal que, même les plus puissants, peuvent être réduits à néant par les forces déchaînées de l'histoire. Sa mort n'est pas seulement une anecdote historique, mais un avertissement éternel sur les dangers de la tyrannie, de l'extrémisme et de la soif insatiable de vengeance qui, une fois libérés, dévorent tout sur leur passage.